Bonjour, vous aimez la magie, l'amour, l'aventure, les belles histoires? Nous donnons aujourd'hui la parole à Jeanne Annonciade. Bonjour Jeanne. Bonjour Bruno. Alors, peux-tu nous parler en quelques mots de Jeanne Annonciade et de son parcours littéraire? Eh bien, Jeanne Annonciade est le double de Jeanne Enoch. Donc Jeanne Enoch a eu une vie déjà bien remplie, d'enseignante en particulier, d'enseignante dans l'éducation nationale, mais pas que. Et Jeanne Enoch a découvert le yoga, qui a aussi bien enrichi sa vie et donné une certaine profondeur. Bon, ceci dit, Jeanne Annonciade a émergé très tôt. J'ai commencé à écrire des poèmes, j'avais 11 ans. Je n'ai jamais arrêté de ma vie. Et vers 30 ans, j'ai écrit aussi une histoire qui pourrait s'apparenter à la science-fiction, par exemple. Et donc, cette Jeanne Annonciade a continué à accompagner ma vie jusqu'au grand rêve, justement, qui est mon dernier ouvrage et dont je suis très fière en tant que Jeanne Annonciade. Alors, parlons du Grand Rêve, donc édité aux éditions de l'Arbre Monde. Est-ce que tu peux nous en faire un petit résumé, surtout donner envie aux lecteurs d'en apprendre davantage? Alors, l'idée de ce livre est venue en fait d'un souvenir d'une histoire qui était un conte initiatique qui parlait d'un royaume déjà, avec un roi et une reine. Et ce royaume allait très mal. Tout allait de travers, on ne savait pas pourquoi, jusqu'aux frontières du royaume qui étaient attaquées par des étrangers. Et donc le roi du royaume a fait appel à un sage. Et ce sage est venu pour guérir ce royaume et il s'est rendu compte qu'en fait il fallait remonter petit à petit jusqu'au couple royal. Et je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas concevoir une histoire où il y ait justement un royaume, bon, il y a beaucoup de choses derrière ce mot, hein, avec un roi et une reine qui seraient amoureux, donc c'est une histoire d'amour, oui, au moins dans le premier tome, on suit leur histoire, et ce couple vivrait des choses qui les amèneraient à finalement s'éloigner jusqu'à se séparer. Et ces choses mettant en danger aussi la cohésion du royaume. Donc déjà une histoire qui se passerait un peu avec un centre, le couple, et un contrepoids, toujours pour amener une action qui se suit, qui se précipite d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de personnages, pour chaque fois enrichir, puisque c'est une sorte de quête. Le roi va essayer de trouver des réponses à ces questions, donc c'est une quête. Et donc dans cette quête, il va beaucoup voyager, il va rencontrer beaucoup de monde et il va se passer énormément de choses. Donc je tiens en alerte un peu, en haleine aussi, mon lecteur, par toute une suite de rebondissements, et au moins jusqu'à la fin du tome 1, qui semblerait s'achever, mais ce n'est pas une fin du tout, par la séparation du couple. Tout ça, donc, l'évocation du tome 2 nous amène justement à sa parution prochaine. Donc, est-ce qu'il intervient, cette suite, est-ce qu'elle intervient comme un prolongement de l'histoire ou comme une suite directe? Alors, c'est une suite directe parce que moi, j'avais conçu qu'une seule histoire tout le long. C'est même un rebondissement parce qu'en fait, dans le tome 2, il va se passer encore plus de choses, des événements. Et d'ailleurs, la difficulté d'écrire cette histoire, c'était que tout se vienne jusqu'au bout, tout arrive au bout. Il fallait vraiment que les dates soient très précises. Et dans le deuxième tome, on va quitter le roi et la reine, mais la reine, en fin de compte, par sa rencontre avec le fameux joueur de flûte, va avoir une deuxième vie et elle va nous transporter ailleurs avec la suite de l'histoire et des tas aussi d'aventures vraiment qui vont aboutir qu'à la fin du tome 2. Donc le tome 2 amènera la conclusion ou sera la porte ouverte sur
sur un troisième. Non, l'histoire est tellement précise et complexe et la fin est tellement... Il y a un côté dramatique et en même temps... J'ai envisagé, mais j'ai une façon d'écrire qui m'oblige en quelque sorte, c'est-à-dire que j'écris quand les choses sont vraiment mûres, comme un fruit qui tomberait de l'arbre. Et donc j'attends, peut-être qu'un jour ça viendra, mais je pense plutôt que le tome 2 sera une fin. D'accord, d'accord. Et en règle générale, tu parles de ton écriture. Et quelle est ta source d'inspiration en termes d'écriture, en matière d'écriture? Alors là, il y en a eu beaucoup. Il faudrait que je revienne sur ma jeunesse, sur ma vie. Il y a eu la science-fiction dans les 10 premières années de mon âge adulte. Mais étrangement, dans la science-fiction, en y repensant, je me suis dit, il y a des noms qui émergent pour moi, dont Sturgeon par exemple. Et je suis allée voir un petit peu plus précisément, j'avais des souvenirs. Et en fait, c'est un auteur qui est dit comme science-fiction, mais il n'est pas du tout dans ce qu'on dit de la science-fiction. Non, Théodore Sturgeon, non, il y a quelqu'un de particulier dans Voilà. ça. Donc tout de suite, moi, ce qui m'a plu, c'était une atmosphère avec quand même une dimension que je ressens, moi, comme métaphysique. C'est-à-dire vraiment une interrogation sur l'humain, sur même la vie, parce que des cristaux qui enregistrent les émotions humaines, c'est quand même pas n'importe quoi. Donc déjà, il y a un petit peu de magie là. Oui, oui. Voilà. Maintenant, il y a eu des auteurs plus classiques, dont Julien Gracq avec Le Rivage des Sirtes, qui est un roman extraordinaire, qui est entièrement imaginaire, quoi qu'on en pense, mais où il y a toujours, à un moment, cette ouverture sur l'étrange, un peu aussi l'invisible, quelque part. Bon, la deuxième grande inspiration de ma vie, il faut dire que c'est la découverte du yoga, la découverte de la philosophie de l'Inde qui est d'une prodigieuse profondeur et richesse, et donc leur vision du monde, qui n'est pas du tout la vision occidentale, et donc que moi j'ai vraiment assimilé, parce que cette vision, par la pratique du yoga, par la pratique de la méditation, a vraiment constitué pour moi une racine, quelque chose de ma vie de très profond, de très important. Et donc, après, il y a eu une autre découverte très importante. Ça a été un livre magnifique, mais qui fait 1000 pages, qui sont des méditations sur les arcanes majeures du tarot. Et là, j'ai découvert encore un autre univers, qui est l'univers des symboles. Et en fait, l'univers des symboles, c'est pas du tout ce qu'on en a fait, nous. On les a intellectualisés, on les a appauvris. Les symboles sont des êtres presque que je pourrais personnifier, justement, des forces vivantes qui nous traversent, qui peuvent nous traverser si on les étudie, et qui nous transforment. Et donc, il y a eu toute aussi cette dimension dans ma vie qui a fait que je ne pouvais pas écrire quelque chose qui soit bien cadré, qui soit dans des clous. J'avais besoin de liberté, j'avais besoin de pouvoir exprimer des tas de visions différentes de la vie. C'est pour ça qu'il y a 15 personnages dans cette histoire, qu'il y a 5 provinces. Voilà, il y a toute cette richesse que j'ai puisée dans beaucoup de sources différentes. En t'écoutant, la première idée qui me venait, c'était le mot alchimie. Oui. Car derrière tout ce que tu nous racontes, finalement, c'est l'alchimie. C'est l'alchimie. Si on pouvait finalement trouver un mot qui en fasse la synthèse, c'est l'alchimie. Absolument. Alors, je suis très touché du fait que tu te sois intéressé à Théodore Sturgeon, qui est très peu connu aujourd'hui, mais qui est un personnage très, très singulier. Sa singularité, c'est peut-être d'être un peu trop humain. D'ailleurs, pour revenir au titre d'un de ses livres, les plus qu'humains. Voilà, c'est ça. Donc voilà, on parlait des auteurs. Et comment se déroule, toi, en tant qu'auteur, comment se déroule ton écriture? Alors, je parlerai spécialement de l'écriture de ce livre.
Parce qu'il s'est passé aussi, bon, tu parlais de magie, c'est un de tes premiers mots, et je t'en remercie. Ce livre, je l'ai écrit dans une période très particulière. J'accompagnais ma mère dans les derniers mois de sa vie. Je ne l'accompagnais pas en permanence. J'ai calculé que j'allais la voir, parce que j'habitais pas près d'elle, à peu près une semaine, toutes les 5 semaines. Ça a duré une année, ce qui fait en fait 10 semaines. Pendant ces 10 semaines, je m'occupais d'elle la journée. Bon, étant une très vieille dame, elle se couchait tôt. Et dans la journée, ce qui m'émeuvait beaucoup, outre le fait qu'elle était dans une maison où j'ai beaucoup vécu de choses très belles et très profondes avec elle, c'est le fait qu'elle se perdait dans le temps. Elle me demandait où elle était, pourquoi elle était là, etc. Et il y avait beaucoup de silence. Et j'étais à côté d'elle et j'aimais énormément ce silence. Et le soir, donc à partir de 9 heures, j'étais libre, entre guillemets. Je laissais la porte ouverte pour l'entendre, éventuellement, si elle avait besoin de moi. Et là, j'écrivais pendant 3 heures. Et cette histoire dont j'ai donné un petit peu une petite racine, en quelque sorte, tout d'un coup, a éclaté comme une belle fleur. Et c'est devenu quelque chose d'extrêmement complexe. Et là, j'écrivais 3 heures. Je ne suivais pas de plan. J'avais vraiment pas d'idée préconçue de là où j'allais aller. Mais je suivais un fil et les choses venaient s'installer, se complexifier. Il y avait des personnages qui venaient, il y avait des événements qui se passaient et moi j'écrivais. Voilà. J'écris toujours à la main avec un morceau de papier, une feuille. Donc j'ai noirci une certaine quantité de feuilles, comme ça. Et à un certain moment, quand j'écrivais, je me disais, oh là là, mais il faut que je me souvienne que les dates, surtout dans la deuxième partie que vous découvrirez, les dates sont tellement importantes. J'avais juste un effort de mémoire à faire par rapport au but final. Un peu comme si j'avais eu quelque part, comme quand on reçoit un puzzle, c'est un cadeau. On a l'image finale. On ouvre la boîte et il y a toutes les pièces qui tombent. Et après, il faut retrouver et mettre en place. Voilà, mon travail, c'était ça, mettre en place. Bon, et il y a eu une fin, bon, je ne vais pas la dévoiler, mais les dernières pages de ce premier tome, je n'ai pas pu les écrire. Je suis rentrée chez moi, j'ai laissé les choses telles qu'elles étaient, et ma maman est décédée. Et quelque temps après, je me suis dit, ben voilà, il faut que j'achève. Et j'ai réfléchi après, et je me dis que cette histoire aussi, c'était une façon de prendre de la hauteur par rapport à sa vie et à la mienne, c'est-à-dire ma vie à ses côtés et sa vie à mes côtés. C'est-à-dire de trouver de la hauteur, trouver un sens à tout ça. Et après, bon, comme je fais toujours, j'écris beaucoup à la main, je mets dans un tiroir, j'oublie complètement ce que j'ai écrit. Et puis, j'ai laissé passer une année, et je me suis dit, mais si, cette histoire, c'est un peu comme si elle m'avait été donnée. Par qui? Magie, j'ignore. Et je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Et là vient la deuxième partie qui, pour moi, au contraire, est extrêmement pénible, il ne faut pas dire autre chose, c'est la saisie informatique. Je m'astreins à pas plus de 2 heures par jour sur un écran d'ordinateur. Donc j'ai commencé la saisie à peu près du premier tome. Pour le deuxième tome, je me suis fait aider à peu près aux 2/3. Et je remercie beaucoup les personnes qui sont venues me sauver de cette difficulté. Donc voilà, sur 2 années, deux laps de temps très différents. Et puis à la fin, je vous rencontre. Je me dis, tiens, ces personnes font quelque chose d'intéressant. Je vais aller voir ce qu'ils font. J'ai rencontré une femme au grand cœur. Je me suis dit, ah ben tiens, voilà, c'est un peu la suite de cette histoire d'amour. Et donc, le livre est venu au monde, on peut dire. Hein. Oui, parce que le livre est un enfant, de toute façon, et on ne peut pas vraiment réécrire un livre. Comme je dis souvent à Marie, on ne se refait pas un enfant.
Quant aux histoires, l'inspiration, je ne crois pas trop à l'inspiration. Je pense, comme je le disais il n'y a pas très longtemps, que les histoires sont partout. Puis un jour, elles vous voient, elles prennent possession de toi. Et avant d'être l'écrivain, ben, tu en es le témoin. Mhm. Ah, mais moi, je le crois. Je crois que ça se passe comme ça, oui. Voilà, oui. Maintenant, moi, je crois à la dimension de l'invisible, puisque j'ai... Du non-visible, je dirais même. Voilà, j'ai nommé cette histoire le grand rêve. Je me suis dit après coup, oulala, mais qu'est-ce que les gens vont penser ça n'a rien à voir avec le rêve tel que les gens... parce que j'ai croisé des personnes qui ont vu mon livre, dire, oh ben, non, c'est pas le moment de rêver. Je suis désolée, mais le rêve a une telle dimension autre. Le rêve, c'est un enseignement. Le rêve qu'on rêve la nuit, déjà, est un enseignement à part entière. Bon, il faut dire que j'ai passé 12 ans à faire une analyse jungienne d'analyse des rêves. Et là, j'ai rejoint la symbolique. Parce que ce qu'on découvre dans ce genre d'analyse, c'est que nos rêves, à nous, chaque personne qui rêve, a un langage particulier. Oui. Et on découvre le langage des rêves. Et à travers le langage des rêves, on se découvre soi-même. Donc, cette dimension que j'appelle moi d'invisible ou de non-visible, qui nous est accessible, mais d'une certaine façon, d'où la méditation dans ma vie. Donc, pour moi, d'ailleurs, je donne quelques réponses, le lecteur essaiera de les trouver. Pour moi, c'est une partie extrêmement importante de la vie. Sinon, peut-être la part la plus importante. Sinon, la part la plus importante. Il m'est venu une idée, d'ailleurs, en réfléchissant au personnage. Il faut dire aussi que je mets beaucoup de majuscules. Alors, il ne faut pas s'en étonner. Même les lieux ont des majuscules. Parce qu'en fait, pour moi, ce sont presque des personnages. Chaque lieu représente une dimension de l'humain. Par exemple, bon, le château forteresse, c'est une évidence puisque il est au début, c'est le lieu de naissance d'Eléa. Elle y revient assez souvent dans le premier tome, donc ça représente l'ancrage de l'enfance. Mais il y a d'autres lieux comme ça qui ont des majuscules. Mais tout ça m'emmène à, je te disais tout à l'heure, l'alchimie, c'est exact, c'est une façon d'écrire l'alchimie, de toute façon, dans le symbole et dans le... Seuls les initiés, finalement, enfin, par initié, on entend les gens qui font la démarche d'essayer de comprendre. Exactement. C'est le parcours initiatique qui est le plus important, c'est pas le but en lui-même. C'est pas le but en lui-même, c'est le chemin. Oui. Voilà. Mais est-ce que les lecteurs savent ce qu'est l'alchimie ? Bon, ils peuvent essayer de voir, de savoir. Moi, je me contenterai justement de semer des petits cailloux, mais c'est des petits cailloux en or quand même, hein. Notamment à partir de ce code des majuscules, mais pas que. Donc, il y a aussi beaucoup dans ce livre des dialogues. Et presque dans chaque dialogue, il y a une question qui est posée. Un langage hermétique, donc, en quelque sorte, que peut-être tous les lecteurs ne verront pas, mais certains lecteurs auront le... Oui, moi je dirais plus modestement une porte. Une porte qu'ils peuvent ouvrir s'ils s'arrêtent un tout petit instant. Faut-il s'arrêter ? Voilà. Ça, c'est l'hermétisme, c'est ça finalement. C'est là, mais tout le monde ne va pas forcément s'arrêter. Non. Mais je dirais que mes lecteurs peuvent lire 2 fois. Une première fois pour se laisser entraîner par l'histoire. Parce que bon, on aime bien être entraîné par des histoires, avec des rebondissements. Ils peuvent s'attacher à un personnage, ou 2, le couple, ou autre chose, un autre personnage qui arrive assez vite. Mais ils peuvent relire en se disant, justement, où sont ces petits cailloux d'or ? Et ils sont notamment dans les questions qui sont posées. Et il y a un personnage qui se pose en permanence des questions, c'est Hylor, le roi. Et à chaque fois, il n'a pas complètement la réponse, ce qui l'amène à aller chercher ailleurs. Donc aussi parcours initiatique. Oui, oui. Voilà. Mais c'est très intéressant ce que tu nous dis là, mais je pense que ça va donner envie à beaucoup de lecteurs de lire Le Grand Rêve, parce qu'on comprend qu'il y a plein de choses cachées, de choses très intéressantes dedans. Il y a des choses cachées, oui. Il y a des choses cachées. Personnellement, ça me plaît, c'est une chose qui... ça ne me fait aucun doute. Voilà. Et donc, nous parlions du Grand Rêve, et donc, tu as d'autres livres qui ont été édités, pas aux éditions de l'Arbre Monde, mais est-ce que tu peux nous parler de tes autres livres ?
Alors, le roman que je qualifierais le plus de science-fiction que j'ai écrit à la trentaine, il avait plu à un éditeur. Malheureusement, cet éditeur a eu des problèmes dans sa vie et il a renoncé à ce projet. Bon, j'ai eu un peu la réaction que tu as qualifiée de il faut surtout pas faire ça, c'est-à-dire de remettre mon livre dans mes tiroirs et de laisser passer le temps. Ceci dit, j'ai fait tellement de choses. Bon. J'ai écrit aussi pas mal de nouvelles, plutôt entre 40 et 50 ans. Donc ces nouvelles, elles ont été présentées à manuscrit.com. J'ai eu une offre, mais pour une petite nouvelle, et moi, je ne voulais pas la dissocier des autres. Erreur aussi, peut-être, je ne sais pas. Après les années 2000, j'ai édité en auto-édition, cette fois-ci, un petit livre sur les arcanes, qui sont en fait des poèmes. C'est-à-dire qu'il y a une toute partie d'études, parce que j'ai fait un résumé du résumé du résumé d'un énorme livre de 1000 pages, et j'ai eu envie d'écrire des poèmes et j'ai assemblé les deux. Ça fait un joli petit livre qui finalement a eu son petit succès parce que bon, je continue moi mon chemin à travers les arcanes majeures et je fais des lectures initiatiques de tirage et j'ai un petit groupe d'amis qui viennent, qui me suivent, qui sont intéressés par ce que j'écris. Donc ça m'a permis de continuer. Et puis il y a eu un premier recueil de poésie édité chez Amalthée. L'éditrice était vraiment très très contente de l'éditer. Elle me disait que j'avais un style qui lui plaisait. Ceci dit, il n'y a pas eu vraiment le suivi du côté de l'édition, ni peut-être du côté des libraires, ça c'est notre problème. Donc ce livre est resté un petit peu en souffrance. Voilà, jusqu'au grand rêve, qui lui, j'espère, ne restera pas en souffrance. Il ne restera pas en souffrance. Est-ce que tu as une lecture en ce moment? Est-ce que tu es... Je dois dire que j'ai tellement lu dans des livres de spiritualité qu'il m'est difficile de revenir à la littérature elle-même. Donc, oui, paradoxalement, j'ai eu envie de lire Sophocle et Échille, les tragiques grecs. Ah oui. J'ai lu aussi l'Odyssée, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. C'est extraordinaire. J'aime beaucoup Sophocle. Voilà. Et ça m'a permis de réaliser qu'il y a des choses merveilleuses qui ont été écrites, qui traversent les siècles, hein, qui ne meurent pas. Et donc, je me dis que la valeur de ce qui est écrit ne meurt pas. Donc, c'est un espoir pour ce que je peux écrire. Tout à l'heure, quand tu parlais justement du rapport qu'il y avait entre le roi et la reine, là, tu me parles de l'Odyssée de Homère. Donc, j'ai pensé, quand tu en parlais, à Ulysse, à son départ, bien entendu. Oui. Et puis à l'attente de Pénélope, 10 ans. Et puis, voilà. Et tout ce qui peut se passer pendant ces 10 ans. J'ai pensé à ça. Voilà. Est-ce que ça, tu y as pensé en écrivant ton rêve? Je n'y ai pas pensé, mais c'est pas un hasard si j'ai relu Sophocle et Homère après. Donc il y a très peu de temps, effectivement. C'est une odyssée, c'est une aventure, c'est une quête. Donc il y a une ressemblance, oui. À part que si je dois insister sur un personnage, c'est pas un personnage. Dans le tome 1, le personnage, c'est le couple. Ils sont indissociables et pourtant ils se dissocient. Mais en fait, ils se dissocient pour que chacun, le féminin s'exprime à fond et le masculin s'exprime à fond. Le masculin, c'est la quête, mais la quête c'est un questionnement, est-ce que je suis un bon roi? Est-ce que je fais bien les choses? Et ça, je pense que c'est typiquement le masculin, c'est Ulysse, ce qui l'amène dans l'action. Qui s'en va dans son... Voilà. Il s'en va et... Bon, ma Pénélope, elle ne reste pas... si, elle attend aussi. Mais elle est cherchée par le fameux joueur de flûte. Dans l'Odyssée, on sait très bien que Pénélope a des prétendants, puisqu'il y a cette fameuse tapisserie qu'elle déconstruit tous les soirs. Oui. Donc elle est un peu plus fidèle, hein, cela peut-être. Un peu plus patiente, si pas fidèle, quoi qu'il en soit. Oui, alors,
paradoxalement, la tapisserie, ça me fait penser à un tout petit passage dans le tome 1, mais qui va devenir quelque chose d'important dans le tome 2, c'est l'écriture d'un message. Ce message, il est écrit sur les murs de la salle du silence dans le tome 1, au moment où Hylor rend visite à sa mère. Et dans le tome 2, on verra qu'il y a une jeune femme qui va décrypter cette écriture. Donc très très intéressant tout ça. Voilà. Doit donner envie au lecteur. Si tu devais partir sur une île déserte et que tu ne dois emporter qu'un seul livre, qu'un seul titre. Ça c'est difficile. Hein. C'est très difficile, bien sûr, c'est une question difficile. que je... Très difficile. Sentimentalement, je crois que je reviendrai au poème d'amour d'Éluard. Parce que c'est une poésie qui est d'une telle beauté que cette poésie me suffirait. Très dernièrement, j'ai vu une émission avec Sylvain Tesson qui disait justement qu'un livre à emporter, ça ne peut pas être un roman. Parce que le roman, une fois qu'on a lu l'histoire, on le quitte. Mais si on amène un livre de poésie, on peut le lire et le relire et le relire et le relire. Alors disons que ce serait de la poésie d'Éluard. Et pourquoi Éluard particulièrement? Parmi tous les poètes, voilà. Oh, il y en a d'autres. Il y a un poème de Rimbaud, qu'il a écrit très jeune, qui m'accompagne tout le temps. Lequel? Je ne connais pas le titre, mais il commence par un soir bleu d'été. Oui. J'irai dans les sentiers. Oui, je connais, oui. Voilà. Et pareil, le titre m'échappe, donc... Voilà. Il est tellement parfait que pour moi, c'est vraiment le poème, par excellence. Et même Rimbaud n'a pas écrit aussi bien après, quand il a eu 20 ans. Et il y a eu, je pense que pour toutes les personnes qui écrivent, qui sont possédées par l'idée d'écrire, il y a deux vies. C'est-à-dire que Rimbaud a eu il a été l'homme aux semelles de vent, et puis après, il s'est installé un petit peu, voilà, il est rentré un peu dans le système, un peu beaucoup même. Donc ce sont deux individus qui sont à la fois différents et semblables. Oui, et puis il y a un aspect, moi, dans l'écriture de Rimbaud que j'ai jamais pu apprécier, alors que ce petit poème est tellement parfait. Alors certains disent, oui, mais il a voulu rendre belle la laideur. Eh bien, non, moi, je ne peux pas accepter cela. On ne peut pas rendre belle la laideur. Et pourtant, on peut en dire la beauté. Il y a des gens qui essayent d'en dire la beauté. avec un certain talent même. La véritable beauté passera au travers. Oui, bien sûr, voilà. Nous sommes d'accord. Et je préfère, c'est peut-être prétentieux, peu importe, je préfère dire que j'ai rajouté un petit peu de beauté au monde, plutôt que de penser que j'ai pu avoir du succès en ajoutant de la laideur. Et nous sommes bien d'accord sur le fond. Et pour terminer sur les poètes, donc tu nous parles de Rimbaud et Baudelaire. Tu ne l'évoques pas, alors que Baudelaire me semble une figure centrale de la poésie. Je crois que Victor Hugo, ça a été la page du romantisme, et Baudelaire a été celle du réalisme, je crois. Oui. J'ai beaucoup aimé Baudelaire, mais curieusement, il n'est pas resté comme ce petit poème de Rimbaud. Voilà. Ça fait partie aussi de la magie de la vie. Il y a des choses comme ça qui restent, qui nous accompagnent, voilà. Bon, j'ai aussi pendant très longtemps cherché un poète qui pourrait me ressembler dans le monde actuel, mais je ne l'ai pas trouvé. Sans doute existe-t-il, mais bon, faut-il le trouver, Et s'il veut bien me trouver, j'en serai ravie. Donc l'annonce est lancée. S'il y a un poète qui veut répondre à cette annonce. Alors la dernière question, celle que je pose toujours quand on fait ces petites entrevues, c'est la personne à laquelle tu dédierais le grand rêve. Eh bien, c'est ma grand-mère, puisque j'ai pris son prénom comme nom d'auteur. Mon nom, disons, commun,
c'est Jeanne Enoch. J'ai gardé Jeanne, parce que je l'aime beaucoup, et j'ai rajouté Annonciade, qui était son prénom. Et pourquoi ma grand-mère? Eh bien parce que je dis souvent que c'est elle qui m'a appris à méditer, d'une manière tout à fait naturelle. Elle sortait sa chaise devant sa porte, comme font les anciens en Provence. J'étais une petite fille de 6-7 ans, je m'asseyais, je m'appuyais contre ses genoux, et elle me parlait de sa vie de petite fille venant d'Italie. Et on agrémentait ces souvenirs de longs moments de silence. Et ça m'a vraiment nourrie d'une manière extrêmement profonde. Et cette nourriture, je l'ai gardée. Et quand il m'est venu l'envie d'écrire autre chose que des poèmes, j'ai dit, eh ben, je prendrai son prénom comme nom d'auteur. Oui, parce que ce silence n'en est pas vraiment un, pardon. C'est plus, je crois, le langage de l'âme. C'est le langage de l'âme. D'ailleurs, Baudelaire en parle dans son invitation au voyage. Voilà, exactement. Ah, mais on s'est dit énormément de choses dans ces silences avec ma grand-mère. Parce qu'elle a disparu de ma vie assez tôt, mais elle avait transmis ce qu'elle devait transmettre. Bien, tout ça est très touchant. Merci Jeanne, je te dis à très bientôt pour la sortie donc, du Grand Rêve tome 2. Et on peut annoncer, je pense que vers la fin d'année, nous aurons une édition de luxe qui comprendra le tome 1 et le tome 2 du Grand Rêve. Eh bien, merci. Merci à toi. Donc en attendant le Grand Rêve tome 2, le grand Rêve tome 1 est disponible dans notre boutique, donc vous trouverez le lien de notre boutique dans le descriptif. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dans laquelle je vous parlerai du nouveau titre de Gilles Glénat, un thriller intitulé L'Engrenage.